Ouais, on a tous cette image plutôt apaisante en tête. En fait, on imagine l'élevage de poissons un peu comme on gère un simple aquarium domestique. On met deux spécimens ensemble, on s'assure que l'eau est propre, on tamise peut-être un peu l'éclairage, et puis on laisse la magie opérer. Comme si la reproduction aquatique, c'était juste une simple question de cohabitation paisible, quoi. Ouais, c'est une vision romantique qui est très répandue, mais la réalité de l'aquaculture à l'échelle commerciale navigue dans des eaux diamétralement opposées. En fait, on est à la croisée parfaite de la biologie moléculaire et de l'ingénierie industrielle. Et c'est exactement ce qui rend le sujet de notre exploration approfondie d'aujourd'hui si percutant. On va plonger dans un document académique fascinant qui s'intitule Aquicultura S1 classe 2 et l'objectif de notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de démystifier tout ça. Parce qu'on réalise vite que l'humain a complètement cessé d'être un simple observateur des cycles naturels. Ah ça c'est sûr, le changement de paradigme est total. Ouais, on parle de biotechnologie de pointe, de choc thermique, de manipulation d'horloges biologiques avec des interrupteurs lumineux artificiels et même de fluides vitrifiés à moins 196 degrés Celsius. Enfin, on est beaucoup plus proche de la science-fiction que de la pisciculture traditionnelle. Et pour nous guider et traduire cette science hyper complexe en concepts simples, j'ai le plaisir d'être avec notre experte habituelle. Bonjour. Et merci. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont l'humain a littéralement appris à pirater les horloges biologiques de la nature. L'industrie a décodé les mécanismes de l'évolution pour en prendre le contrôle quasi absolu, en fait. C'est fou. Et pour démêler toute cette complexité, je propose qu'on commence par la toute première étape. Bien avant d'espérer voir le moindre heure, il y a ce que le document appelle la sélection des reproducteurs. Le recrutement, quoi. C'est ça. On ne sélectionne pas les parents au hasard. On constitue une vraie équipe d'élite. Ouais, avec des critères drastiques, genre croissance accélérée, morphologie parfaite, tolérance aux maladies. Mais il y a un concept central qui m'a frappé. Le document parle de conversion alimentaire, la conversion alimentaire. D'accord, décortiquons cela. Qu'est-ce que ce terme signifie exactement sur le terrain? Eh bien, c'est le pilier fondamental de tout modèle d'élevage, hein. Pour faire simple, il faut imaginer que le métabolisme d'un poisson, c'est une usine de transformation. Donc, l'indice de conversion alimentaire, c'est simplement l'efficacité avec laquelle cette petite usine transforme son repas, l'aliment entrant, en masse corporelle. Ah, ok. C'est un peu comme si on comparait les moteurs de deux voitures, en fait. L'une a besoin de 10 litres de carburant pour faire 100 km et l'autre, qui est beaucoup plus optimisée, n'en demande que 4. Exactement, c'est une excellente analogie. Si un éleveur choisit un poisson qui engloutit des kilos et des kilos de granulés juste pour prendre quelques misérables grammes de muscles, la ferme court directement à la ruine financière. Ouais, ça n'a aucun sens économique. Voilà, surtout à l'échelle d'une infrastructure qui doit nourrir des millions d'individus tous les jours. Donc la moindre amélioration décimale de ce rendement, ça se traduit par des économies astronomiques. Et d'ailleurs, ça réduit aussi l'impact écologique, hein, vu qu'on limite les entrants nécessaires. C'est logique. Mais là où je trouve que ça devient vraiment vertigineux, limite de la science-fiction, c'est quand on aborde les biotechnologies reproductives. Le document mentionne la transgénésis et la polyploïdie. Ah oui, les fameuses biotechnologies. C'est là qu'on restructure la biologie même de l'animal. Attends, c'est quoi exactement la différence entre les deux? Alors la transgénèse, pour faire simple, c'est l'ajout de nouveaux chapitres extérieurs dans le manuel d'instruction génétique de l'animal. On modifie son ADN en y insérant des gènes provenant parfois d'autres espèces pour lui donner de nouvelles propriétés. D'accord, donc on réécrit carrément le livre. Et la polyploïdie alors? Parce que ça m'a semblé super courant dans l'industrie. La polyploïdie, c'est une intervention vraiment élégante. Naturellement, chaque cellule possède un jeu précis de chromosomes. C'est ce qu'on appelle la diploïdie. Mais là, la manipulation consiste à donner à la cellule un jeu de manuel d'instruction en double. En double. Comment on fait ça? En fait, juste après la fécondation de l'œuf, on provoque un choc. Souvent, c'est un choc thermique ou un choc de pression. Et ça empêche l'œuf de se diviser normalement, ce qui l'oblige à conserver un jeu de chromosomes supplémentaires. Du coup, le poisson devient triploïde. Triploïde, d'accord. Et la conséquence de ce jeu d'instructions en triple, si j'ai bien compris, c'est que le poisson devient stérile, c'est ça? Il ne peut plus se reproduire du tout? C'est exactement ça. Il ne développera jamais d'organes reproducteurs fonctionnels. Mais c'est brillant d'un point de vue industriel. Toute l'énergie colossale qu'un poisson normal dépenserait pour produire des millions de gamètes ou pour chercher un partenaire, cette énergie est redirigée à 100% vers la croissance musculaire. En gros, il grandit sans jamais s'épuiser à se reproduire.
Voilà, leur rendement en chair est décuplé. Et au-delà de ça, cette stérilité offre un vrai bouclier environnemental. Imagine qu'un poisson triploïde s'échappe accidentellement d'un bassin en mer. Ouais, ce qui doit arriver de temps en temps, j'imagine. Bien sûr. Eh bien, son incapacité à se reproduire garantit qu'il ne va pas aller polluer le bassin génétique des populations sauvages, locales. C'est une sécurité. Super intéressant. Et quand on voit les chiffres de ce qu'ils appellent la ganancia genetica, le gain génétique, c'est stupéfiant. Le document détaille un gain de croissance de 14% par génération pour le saumon de l'Atlantique et de 13% pour la truite arc-en-ciel. Ouais, c'est énorme. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce qu'on cherche juste à créer des poissons géants au final? Parce qu'on risque d'avoir des animaux immenses, mais avec un cœur fragile, non? C'est une très bonne question, et c'est le piège classique. L'industrie a d'ailleurs appris de ses erreurs passées. Aujourd'hui, on ne fait pas que chercher la croissance pure. La santé et l'adaptation environnementale sont tout aussi cruciales. Pousser la croissance au détriment du système immunitaire, ça mène à des pertes massives avant même la récolte. Ouais, des poissons géants morts, ça rapporte rien. Exactement. Le reproducteur d'élite moderne, c'est vraiment un équilibre parfait entre vitesse de croissance et robustesse sanitaire. Bon, ok. Donc on a nos super parents génétiquement parfaits. La transition logique maintenant, c'est comment les convaincre de se reproduire au moment exact où nous le souhaitons. Et là, j'ai découvert que la réponse réside dans la lumière. Le contrôle environnemental et la photopériode. Absolument. Le fameux axe hormonal. Dans le texte, c'est le hypothalamus, pinéal, cérébro, hypophysis, gonade. Ouais, ce nom à rallonge. En fait, j'aime bien le voir comme une cascade de dominos. On a la glande pinéale, sur le crâne du poisson, qui agit comme un espèce de troisième œil. Elle capte la lumière et hop, elle envoie un email au cerveau. C'est ça. Le cerveau reçoit le message et alerte aussitôt l'hypophyse. Et bim, le troisième domino tombe, l'hypophyse ordonne aux gonades de s'activer pour la reproduction. C'est mécanique. C'est un relais d'information hyper précis. Mais il faut bien différencier ce qu'on appelle les factores proximos et les factores ultimos, les facteurs proches et ultimes. Ouais, clarifions ça parce que c'est un point clé du document. En gros, les facteurs proches, comme la lumière, donc la photopériode, ils prédisent le futur. La lumière signale aux poissons que les saisons changent. Ça déclenche l'axe hormonal pour se préparer à l'avance. Et les facteurs ultimes alors? Les facteurs ultimes, comme la température de l'eau, la présence de nourriture ou l'abondance de prédateurs, ce sont eux qui déterminent si les bébés, une fois nés, vont réellement survivre. Ah, ok. Donc la lumière dit prépare-toi, le printemps arrive, et la température dit c'est le moment, les conditions sont optimales. Exactement. Et le paramètre sur lequel l'éleveur peut jouer le plus facilement pour pirater ce système, c'est le photopériode. Le document fait une grosse distinction entre l'onde sinusoïdale et l'onde carrée. Est-ce que tu peux nous clarifier ça? Bien sûr, l'onde sinusoïdale, c'est la lumière naturelle des saisons. Les jours s'allongent doucement au printemps, puis raccourcissent en douceur à l'automne. C'est une courbe très fluide. Mhm. Mais en laboratoire ou en ferme, on utilise une onde carrée. C'est littéralement un interrupteur on-off. Du jour au lendemain, on passe d'un cycle d'hiver court à un été permanent pour tromper le poisson. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que je lisais la partie sur la maduresse précoce, la maturité précoce, et je me disais pourquoi c'est un problème si le poisson mûrit vite. Ah, c'est le cauchemar des aquaculteurs. Si un poisson atteint la maturité trop tôt, il arrête complètement de grandir. Ah ouais. Il fige sa taille, ce qui entraîne une perte économique majeure pour la ferme, vu que le poisson n'atteindra jamais sa taille commerciale idéale. Donc on utilise la lumière artificielle pour repousser cette maturité le plus tard possible. D'accord. On les bloque dans une sorte d'été artificiel perpétuel. Bon, admettons que la lumière a déclenché l'axe hormonal au bon moment, il est maintenant temps de pondre, le frais. Mais le cours explique que tous les poissons ne gèrent pas la fête de la même manière. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des stratégies de frais complètement différentes. D'un côté, on a les Osovadores totales, les reproducteurs totaux. Ouais, ça c'est les salmonidés, le saumon, la truite. J'ai comparé ça dans ma tête à un grand gala super exclusif d'un soir. Ils libèrent tous leurs œufs en l'espace de quelques heures ou quelques jours. C'est tout à fait ça. Et ils pondent de gros œufs, entre 5 et 7 mm de diamètre. C'est énorme pour un œuf de poisson, non? Oui, mais en contrepartie, ils en produisent une plus petite quantité. C'est un gros investissement par œuf. Par contre, à l'opposé, on a les Obedadores partiales, les reproducteurs partiels, comme la Corvina, le Turbo ou la Cerola. Et eux, c'est pas le gala d'un soir, c'est plutôt le festival de musique qui dure des mois. Un festival très long, oui, de 5 à 9 mois de ponte séquentielle. Et eux, ils pondent plein de petits œufs, tout petits, genre de 0,9 à 1 mm à peine,
à de multiples reprises. C'est de la quantité industrielle à ce stade. Complètement. Ils ont une fécondité très élevée, de l'ordre de 500 000 œufs par femelle, mais ce sont des œufs beaucoup plus fragiles. Ouais, c'est deux stratégies de survie opposées. Mais le document souligne un autre défi avec ses reproducteurs partiels, ce qu'ils appellent le Desovne spontaneo versus Noe spontaneo. Si nous relions cela à une vision plus globale, c'est là qu'on voit l'impact du stress de la captivité. Certains poissons, comme le saumon ou le merlu, pondent spontanément, même en captivité. La nature suit son cours. Mais pas la Seriola, c'est ça? Voilà. La Seriola a besoin d'aide humaine. Elle fait une sorte de blocage psychologique ou environnemental. Sans l'aide des techniciens pour récolter les gamètes manuellement, il ne se passe rien. Ce qui nous amène logiquement à la section suivante, la gestion artificielle des gamètes. Si les poissons ne le font pas naturellement, les humains doivent manipuler la semence. Commençons par la science du sperme des mâles. Tout à fait. Et avant même de prélever quoi que ce soit, on utilise un biomarqueur sanguin très précis. C'est le fameux 11-KT, la 11-cétostérone. Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? C'est une hormone. On peut la voir un peu comme le thermomètre sanguin de la qualité du sperme en fait. Plutôt que de manipuler le poisson et de le stresser pour analyser son sperme au microscope, on fait une prise de sang. Et ça indique si le mâle est un bon candidat? Exactement. Le document mentionne une corrélation statistique de 0,86 entre le taux de 11-KT dans le sang et la densité du sperme. Ah oui, 0,86, c'est une corrélation énorme en biologie. Donc on sait immédiatement si on a affaire à un champion. Et une fois qu'on a récolté le sperme de ce champion, on doit le conserver, et là on entre dans le froid extrême, la cryopréservation. À moins 196 degrés Celsius, très précisément. Moins 196, c'est fou. Ouais. On conditionne le sperme dans de toutes petites pailles en plastique et on les plonge directement dans de l'azote liquide, le fameux nitrogéno liquido. Mais attends, j'y pense. Mettre du sperme massivement composé d'eau à moins 196 degrés, c'est risquer de le briser de l'intérieur comme du verre, non? L'eau forme des cristaux de glace qui déchiquetent les cellules. C'est là qu'interviennent les cryoprotecteurs. Exactement. Sans eux, les cellules exploseraient. On utilise des substances comme le DMSO ou le glycérol. En fait, c'est simple. Le DMSO et le glycérol, c'est un peu comme mettre un gros manteau d'hiver et du liquide antigel directement à l'intérieur des cellules. C'est une très belle image. L'antigel remplace une partie de l'eau cellulaire et empêche la formation de cristaux mortels. Ça permet une vitrification au lieu d'une congélation destructrice. C'est brillant. Mais bon, après la décongélation, comment on sait que ça a marché? Le document insiste beaucoup sur la motilité, la motilité. Tout ce processus hyper complexe ne sert strictement à rien si, au réveil, les spermatozoïdes ne nagent pas vigoureusement, quoi. Il doit être en pleine forme. Voilà. On exige une motilité supérieure à 80%. Ça veut dire qu'au moins 8 spermatozoïdes sur 10 doivent nager activement. Parce qu'il faut qu'il soit capable de pénétrer la forteresse de l'ovule féminin. Ce qui est apparemment techniquement le plus grand défi. Ah oui, l'anatomie de l'ovule, c'est un chef-d'œuvre de défense. Le cours détaille deux structures clés, le chorion et le micropylot. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Le chorion, c'est la coque extérieure de l'œuf. C'est un bouclier littéralement impénétrable. Et le micropylot? Ouais, le micropyle. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser direct à la bouche d'aération de l'étoile de la mort dans Star Wars. Haha, mais c'est exactement ça en fait. C'est un trou minuscule, unique, situé au pôle animal de l'œuf. C'est le seul point faible de la forteresse. Et pourquoi il est si petit? Parce qu'il est taillé au micron près pour qu'un et un seul spermatozoïde puisse s'y faufiler. Si plusieurs spermatozoïdes rentraient en même temps, le chaos génétique détruirait l'embryon. Waouh, la nature est bien faite. Et quand ce spermatozoïde gagnant réussit à entrer, on obtient ce que l'industrie appelle la uva verde, l'ovule vert. Pourquoi vert? C'est juste un terme d'aquaculture. Ça désigne simplement l'œuf qui vient d'être fécondé, mais qui n'a pas encore développé les petits yeux noirs visibles de l'embryon à travers la coque. L'étape de l'œil, on appelle ça. D'accord, c'est le tout début. Mais comment l'éleveur vérifie que la fécondation a vraiment fonctionné à ce stade précoce? Ils utilisent le test de fertilitade à un moment très précis, généralement autour de 120 UTA, les unités thermiques cumulées, ce qui est une mesure de temps et de température. Et la technique est surprenante. Ils utilisent de l'acide acétique. En gros, c'est du vinaigre pur. Ouais, l'acide attaque le chorion pour le rendre transparent. Sous le microscope, l'intérieur devient visible et on peut compter les succès de la fécondation. Super astucieux. Et on regarde aussi la santé physique de l'œuf, la hydratation et la flottabilidad.
C'est un point critique. Dès qu'il touche l'eau, le bon œuf gonfle massivement. Il absorbe l'eau et augmente son volume de 67 à 75%. Il se gorge d'eau, quoi. Ouais. Et dans l'eau de mer, un œuf sain et bien hydraté présente une flottabilité positive. En d'autres termes, il flotte. S'il coule, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il est de mauvaise qualité ou mort. Mais une question me taraude. Une fois qu'il flotte, là, tranquillement, comment le bébé poisson se nourrit-il à l'intérieur, ce bouclier impénétrable? Il utilise ses propres réserves internes, le vitellus, c'est-à-dire le garde-manger de l'œuf. Mais il ne peut pas le digérer directement, il fait appel aux catepsines. Les catepsines. Le cours mentionne la L, la B et la D. C'est quoi? Ce sont de petites enzymes, des sortes de protéines ciseaux si tu veux. J'aime bien me les imaginer comme des petits chefs cuisiniers microscopiques. C'est une bonne image. Ces petits chefs cuisiniers découpent les grosses molécules du vitellus pour en faire des nutriments plus petits et facilement assimilables pour nourrir l'embryon qui grandit. C'est vraiment de l'horlogerie fine. Mais du coup, avec toute cette eau à l'intérieur de l'œuf, cette hydratation massive de 70%, Cela soulève une question importante, et c'est d'ailleurs l'un des plus grands défis technologiques actuels. ouais, le problème de la cryopréservation des ovules. Pourquoi est-ce qu'on arrive à congeler le sperme super facilement à moins 196 degrés, mais qu'on galère autant avec les ovules? À cause de leur taille, tout simplement. L'ovule est colossalement plus grand qu'un spermatozoïde, et comme tu l'as dit, il est bourré d'eau. Lors du transport, l'eau représente jusqu'à 90% du poids de l'œuf. Et donc l'antigel n'arrive pas à pénétrer assez vite au centre. C'est ça, le volume est trop important. Du coup, pendant la baisse de température, l'eau forme inévitablement des cristaux de glace mortels à l'intérieur qui déchirent la cellule de l'intérieur. C'est un obstacle biophysique majeur qu'on n'a toujours pas résolu commercialement. Waouh! Eh bien, le niveau de complexité que nous venons de disséquer est juste étourdissant. Pour notre public, si on résume ce voyage intellectuel, on a découvert comment l'humain sélectionne des champions génétiques en calculant la conversion alimentaire au gramme près, comment on pirate leur cerveau avec des interrupteurs lumineux, Ouais, on a vu aussi la gestion des festivités de frais, les reproducteurs totaux contre partiels. et pour finir, on a vu comment on manipule le froid extrême, l'azote liquide, l'antigel cellulaire pour le sperme, et ces micro-chefs cuisiniers à l'intérieur de la forteresse de l'ovule. C'est fascinant. L'aquaculture, c'est vraiment de la haute technologie. Totalement. Et d'ailleurs, pour clôturer cette analyse, j'aimerais offrir une perspective un peu plus large, qui n'est pas forcément dans le document technique de base, mais qui mérite réflexion. Je t'écoute. Si on y pense, toutes ces technologies de pointe, la cryopréservation à moins 196 degrés, la manipulation de la photopériode, la maîtrise de l'axe hormonal, elles permettent aujourd'hui d'optimiser l'aquaculture commerciale pour notre consommation. Ouais. Mais ne pourrait-elle pas devenir, demain, l'outil ultime pour sauver de l'extinction les espèces sauvages? Ah, tu veux dire face au changement climatique? Exactement. Avec le réchauffement des eaux, beaucoup d'espèces de douces et marines voient leur cycle de reproduction naturelle complètement détruit. Leurs horloges internes sont déboussolées par les températures anormales. Ces biotechnologies pourraient être utilisées pour forcer la reproduction d'espèces menacées, créer des banques de sperme pour la biodiversité et littéralement les sauver de la disparition. Waouh! Transformer les outils de l'industrie de masse en une sorte d'arche de Noé technologique de conservation environnementale. C'est une réflexion finale vraiment fascinante et très porteuse d'espoir pour ceux qui nous écoutent. Eh bien, merci beaucoup pour tes lumières aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de décortiquer tout ça avec toi. Et merci à notre public curieux de nous avoir accompagnés dans ces eaux profondes. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.